Introduction. Avant que les premières lueurs de l'aube ne s'élancent au-dessus de l'horizon de Niani, avant même que la ville ne s'éveille au rythme des tambours et des appels à la prière, l'Empire du Mali respire déjà la grandeur. C'est le XIIIe siècle, un temps où les royaumes s'élèvent et tombent au gré des épées et des alliances, mais au Mali, c'est la richesse et la sagesse qui règnent en maître. Dominant l'Afrique de l'Ouest, l'Empire est un carrefour de cultures florissantes, un tape à l'œil de l'opulence et du savoir. Ses frontières s'étendent au-delà des vallées fertiles et des déserts impitoyables, touchant les rives du majestueux fleuve Niger, source de vie et axe commercial vital qui serpente à travers le territoire comme une artère pulsante de ressources et de richesses. Les peuples du Mali sont aussi divers que les paysages qu'ils habitent. Mandingues, Peuls, Songhai et d'autres encore partagent ces terres, chacun contribuant à la tapisserie culturelle par leur langue, leur musique, leur artisanat et leurs traditions. C'est une société où les griots, gardiens de l'histoire orale, chantent les louanges des rois et des guerriers, où les savants musulmans débattent de philosophie et de théologie dans les médersas florissantes de Tombouctou et Djenné. Au cœur de cet empire se trouve Niani, une métropole éclatante de vie et de commerce, où les caravanes chargées d'or, de sel et de tissus précieux convergent de toute l'Afrique. La ville est un labyrinthe d'étals colorés, de bazars animés et d'universités prestigieuses. Ici, la connaissance est aussi précieuse que l'or qui remplit les coffres du Mansa, le puissant roi dont la richesse est telle qu'elle façonne l'économie de tout le monde connu. Le Mali est un phare de lumière dans une ère souvent qualifiée d'obscurantisme ailleurs. Sa prospérité attire les marchands de toutes les régions, des côtes méditerranéennes aux profondeurs du continent africain. Sa cour est un melting pot d'ambassadeurs et de sages qui s'enrichissent mutuellement de leurs connaissances et de leurs croyances. L'Empire du Mali, durant son apogée, est un bastion de stabilité et de puissance sous le règne de ces Mansa, les rois empereurs dont la renommée transcende les frontières. La politique est un échiquier complexe où le Mansa, tout-puissant, gouverne avec une poigne ferme mais juste, veillant sur un empire où l'ordre et la prospérité sont maintenus par un système sophistiqué de gouvernance. Sous le Mansa se déploie une hiérarchie de gouverneurs, nommés pour administrer les différentes régions de l'empire. Ces Farbas, comme on les appelle, sont à la fois les protecteurs et les collecteurs d'impôts, les administrateurs de la justice et les garants de la paix. Ils gouvernent des cités prospères et des provinces fertiles, chacun s'appuyant sur l'allégeance de chefs de village et de chefs de clan, formant une toile complexe d'obligations et de loyauté. L'empire est divisé en provinces, chacune jouissant d'un degré d'autonomie, mais toutes soumises à l'autorité centrale du Mansa. Ce système permet une gestion efficace des vastes étendues du Mali, où la communication et le contrôle pourraient autrement se perdre dans les distances. L'institution militaire n'est pas en reste, composée de soldats professionnels et de régiments formés par les différents peuples de l'Empire. Cette armée, puissante et bien organisée, est la clé de la domination malienne, capable non seulement de défendre les frontières contre les incursions étrangères, mais aussi d'imposer la paix intérieure et de protéger les caravanes traversant les routes commerciales qui sont les artères de l'économie du Mali. En matière de justice, le Mansa s'appuie sur le Kurukan Fuga, le code de loi adopté qui régit tout, depuis le commerce et l'héritage jusqu'au mariage et au crime. C'est une législation qui vise à préserver l'harmonie sociale et à refléter les valeurs de l'islam, religion qui imprègne la culture et l'éthique de l'Empire depuis l'arrivée des premiers marchands arabes. Le Mansa lui-même est entouré d'une cour brillante où savants, poètes et artistes rivalisent de talent. C'est une cour où l'on débat de philosophie, où l'on compose des poèmes en l'honneur des ancêtres et où l'on partage les connaissances acquises des livres amenés par les caravanes transsahariennes. Mais au sein de cette structure impressionnante se trouvent les tensions inévitables de la société de classe. La noblesse et les personnes de sang royal bénéficient de privilèges et d'honneurs, tandis que les artisans, bien que respectés pour leur habileté, restent enracinés dans une classe inférieure. Les esclaves, capturés lors de raids ou achetés sur les marchés, forment la base du travail manuel, une réalité sombre dans le tableau par ailleurs éclatant de l'Empire.
Dans cet empire, où chaque individu a sa place désignée par la naissance ou la fortune, les lignes de la destinée sont tracées avec une précision implacable. C'est dans ce monde où la tradition façonne la vie et où le progrès se mesure à la stabilité de l'ordre établi, qu'une étincelle d'amour imprévue entre Aminata et Djata, issus de mondes différents, brille d'un éclat provocateur. Leur récit est un fil tissé dans le grand tapis de l'histoire malienne, une mélodie d'espoir qui chuchote la possibilité d'un monde où l'amour pourrait transcender les règles de la caste et du statut. Chapitre 1. Le regard de Djata. À l'aube, la ville de Niani s'éveillait doucement sous un ciel pourpre, annonciateur d'une chaleur que seule la brise matinale pouvait encore tempérer. Les premières lueurs du jour glissaient sur les toits de chaume, s'infiltrant dans les ruelles étroites, caressant les murs des maisons construites en banco. Les marchands étaient déjà à l'œuvre, déballant leurs marchandises avec des gestes routiniers, tissus chatoyants déroulés avec soin, paniers d'épices dévoilés avec fierté, et poteries alignées avec précision. Le chant des coqs, comme un vieux refrain quotidien, se mêlait aux appels mélodieux des muezzins qui résonnaient depuis les minarets de terre. Ces chants sacrés, transportés par l'écho, invitaient les croyants à la prière du matin, ponctuant le début d'une nouvelle journée sous la protection d'Allah. Dans les maisons, les foyers s'éveillaient. Les premières fumées s'élevaient dans l'air déjà parfumé de bois de santal et de girofle. Les femmes, véritables âmes de ces foyers, s'affairaient autour des braises, faisant mijoter des bouillies de mil enrichies de miel et de beurre, préparant des thés amers pour chasser le sommeil des yeux de leur mari. Aminata, fille unique de Djibril, héritière de l'une des plus riches familles commerçantes de l'Empire du Mali, émergea de son lit avec la grâce et la dignité qui sied à son rang. Son éducation l'avait préparée à honorer les obligations de sa condition avec sagesse et retenue. En ce matin calme, elle méditait déjà sur la tâche que son père lui avait confiée. Le choix des perles n'était pas une affaire à prendre à la légère, car elles orneraient le collier destiné à la femme du gouverneur, un cadeau diplomatique aussi précieux que les messages qu'il transmettait. Revêtu de son boubou d'indigo, la teinte royale, sa taille fine, était soulignée par une ceinture de cuir délicatement ouvragée, symbole de son rang et de sa richesse. Sa coiffure, un arrangement complexe de tresses et de rubans, était l'œuvre d'une servante dévouée aux arts de la beauté. Lorsqu'Aminata franchit la lourde porte en bois sculpté de sa demeure, la maison de son père, positionnée avantageusement à la lisière des quartiers marchands, se dressait au sein d'une enclave paisible, où les hauts murs des riches commerçants côtoyaient les jardins intérieurs. Elle prit un moment pour s'imprégner de la sérénité matinale qui régnait encore dans ce sanctuaire de verdure, écoutant les gouttes de rosée tomber des feuilles de baobab dans de petits bassins de pierre. Puis, elle s'engagea sur le chemin pavé qui serpentinait entre les hautes demeures. Ici et là, des portes s'ouvraient, laissant échapper des salutations matinales et des éclats de rire, témoignage de la vie qui s'éveillait. Des serviteurs balayaient les allées, et des gardes en tenue traditionnelle saluaient la jeune femme avec respect. Ce n'est qu'en approchant des grandes avenues qui menaient au cœur de Niani qu'Aminata commença à percevoir la symphonie du marché. Le son des balafons et des djembés l'atteignit en premier, suivi par le chœur montant des marchands vantant leurs produits. L'air se remplissait des effluves des fruits frais, des poissons séchés et des viandes grillées sur des feux ouverts, qui se mêlaient aux parfums plus capiteux des encens et des baumes. Aminata pénétra dans le marché par l'une de ses entrées principales, où le spectacle de l'activité commerçante se déployait devant elle avec une intensité saisissante. Le chemin s'était transformé en une ruelle animée, bordée d'étals débordant de marchandises. Elle fut accueillie par la cacophonie harmonieuse du commerce. Les vendeurs, comme des coryphées, louaient la qualité de leurs biens dans un concert de voix graves et aiguës, alors que les enfants esquivaient habilement les passants et les animaux. Au milieu de cette vie foisonnante, Aminata s'arrêtait parfois pour saluer une connaissance ou pour admirer la dextérité d'un artisan. Elle était bien connue ici, non seulement en tant que fille de Djibril le commerçant, mais aussi pour sa propre perspicacité en affaires. Elle savait juger de la qualité des tissus d'un seul regard et connaissait le juste prix des épices mieux que quiconque. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, les gardes de la ville,
vêtus de tuniques bleues ornées, rappelaient à tous l'ordre du Mansa, veillant à ce que le marché reste un lieu de commerce paisible et prospère. Niani était un centre d'échange et de savoir, un lieu où des érudits tels que Ahmed Baba et d'autres avant lui avaient partagé leur savoir, où des caravanes lointaines apportaient non seulement des marchandises, mais également des idées et des connaissances. Ces pensées furent interrompues par un groupe d'enfants jouant à la marelle, leur rire cristallin ajoutant à la symphonie de sons autour d'elle. Leur innocence et leur joie lui rappelaient que, malgré les responsabilités et les règles strictes de sa position sociale, la vie offrait des moments de pure simplicité et de bonheur. Enfin, elle arriva près de l'endroit où les forgerons travaillaient. Le claquement rythmique des marteaux sur l'enclume était une musique familière, un hommage au feu et au fer. Ici, l'odeur du charbon de bois se mêlait à celle du métal chauffé, et la chaleur des fours était presque tangible. Elle s'arrêta devant l'étal d'un jeune forgeron, regardant avec admiration la manière dont il manipulait le métal rougeoyant. C'était un artisan de talent, dont les œuvres étaient dites bénies par le génie du feu. Chaque coup de marteau était précis, chaque courbe du métal semblait parler de la passion et de la patience de son créateur. Elle avait entendu parler de lui, Djata, le fils du forgeron, connu pour son habileté exceptionnelle et sa connaissance des métaux. Elle n'avait pas encore croisé son regard, mais elle savait qu'elle s'apprêtait à rencontrer quelqu'un de remarquable, quelqu'un dont la renommée naissante était déjà sur toutes les lèvres. Peut-être était-ce le destin qui les avait amenés sur le même chemin ce matin-là, ou peut-être était-ce simplement la nécessité d'acquérir des perles pour son père. Djata était absorbé par son ouvrage, les bras musclés luisant de sueur sous l'effort, les étincelles illuminant son visage concentré. Le métal s'assouplissait et se pliait sous sa volonté, tels des mots que l'on forme pour tisser une histoire. Aminata observa, fascinée, la transformation de la matière brute en objet d'une beauté envoûtante. Les bracelets, finement ouvragés, et les pendentifs, incrustés de pierres précieuses, étaient disposés avec soin sur un tissu ébène qui faisait ressortir leur éclat. Elle attendit patiemment que le forgeron finisse de marteler la pièce sur laquelle il travaillait avant d'attirer son attention. Lorsque Djata leva enfin les yeux vers elle, leur regard se croisa. Ses yeux, d'un marron presque noir, reflétaient une intensité et une sagesse qui semblaient dépasser son âge. Il avait le regard de ceux qui façonnent la terre et le feu, un regard qui avait vu la matière se transformer et s'adapter. Et pourtant, dans cet instant fugace, il y avait une étincelle de curiosité, un éclat qui allait au-delà de la simple reconnaissance d'une cliente. « Bonjour, Djata, n'est-ce pas ?» Aminata commença, sa voix aussi douce qu'elle était assurée. « J'ai entendu parler de votre talent. Je suis ici pour choisir des perles pour mon père, Djibril. »« Oui, je connais votre père, et son goût pour la qualité est bien connu, » répondit Djata, esquissant un sourire respectueux. « Que puis-je pour vous, fille de Djibril ?» Aminata s'approcha davantage et commença à examiner les perles étalées devant elle. Elles étaient de toutes les teintes et de toutes les tailles, certaines d'une simplicité élégante, d'autres audacieusement ornées. « Je cherche quelque chose d'unique, » dit-elle, ses doigts effleurant délicatement les perles. « Quelque chose qui puisse compléter la parure d'une femme de haute stature. » Djata écouta attentivement, hochant la tête en signe de compréhension avant de se pencher pour fouiller dans une boîte qu'il gardait à ses pieds. Il en sortit un petit sac de cuir qu'il ouvrit avec précaution pour en extraire une série de perles bleues profonds, semblables à de petits morceaux de ciel capturés au crépuscule. « Ces perles viennent de loin, traversant des déserts et des mers pour arriver jusqu'ici, » expliqua-t-il. « Elles sont rares et parées d'une histoire qui leur est propre. Je crois qu'elles pourraient convenir. » Leurs mains se frôla lorsqu'il lui tendit les perles. Aminata sentit un frisson la parcourir, surpris par l'intensité de ce contact éphémère. Elle leva les yeux vers Djata et, cette fois, le sourire qu'il lui offrit était teinté d'une complicité naissante. « Elles sont parfaites, » acquiesça-t-elle, ne pouvant s'empêcher de rendre son sourire. Ils échangèrent quelques mots de plus, parlaient de la qualité du métal et de la provenance des gemmes, mais chacun sentait que ces mots n'étaient qu'une façade pour un échange bien plus significatif. Aminata savait qu'elle devrait partir bientôt, les règles non écrites de sa classe sociale ne lui permettant pas de s'attarder.
Avec la sagesse d'une éducation rigoureuse, Aminata dissimula habilement toute émotion qui aurait pu trahir un intérêt naissant pour le forgeron. Les perles en sa possession, elle reprit sa marche à travers le marché. L'Empire était un lieu de contraste et de contradiction, de grande richesse et d'extrême pauvreté, de savoir immense et d'ignorance profonde. Il s'étendait sur des milliers de kilomètres, englobant des terres et des peuples aussi variés que les motifs complexes brodés sur les robes des nobles femmes de Niani. Dans l'air matinal, le son des tambours annonçait l'ouverture des écoles. Les sons vibrants des djembés et des balafons guidaient les élèves vers les centres d'apprentissage où se côtoyaient enseignements coraniques et connaissances ancestrales. Les écoles traditionnelles, disséminées sous les arbres à palabres ou au cœur de concessions en banco, étaient des sanctuaires de la sagesse africaine où se transmettaient les principes du mono-origénisme. Les enseignements reposaient sur la foi en un être suprême, une entité omniprésente et omnipotente qui avait engendré l'univers et tout ce qu'il contient. Cette divinité primordiale, connue sous des noms variés tels que Amma chez les Dogons ou Olorun dans la tradition Yoruba, était le point d'origine unique, la source de toute création. Les enseignants, souvent des sages respectés de la communauté ou des figures spirituelles telles que les griots et les chamans, partageaient des récits de la cosmogonie, des chants sacrés et des histoires véhiculant des leçons de vie. Les élèves apprenaient à honorer l'être suprême ainsi que les esprits de la nature, considérés comme des manifestations de la puissance de l'être suprême et des intercesseurs entre le divin et le quotidien. Ils étaient initiés aux rites qui célébraient les cycles de la nature, les passages de la vie et la communion avec les ancêtres. Ces pratiques étaient enracinées dans une compréhension profonde que chaque élément de l'univers était connecté par une force divine unique et que le respect de cette interconnexion était essentiel à l'harmonie sociale et naturelle. À côté de ces espaces de transmission de la tradition, les bibliothèques de l'Empire du Mali abritaient d'innombrables manuscrits traitant d'astronomie, de philosophie, de théologie islamique et d'autres sciences. Ces précieux volumes symbolisaient la soif de connaissance qui imprégnait l'Empire, tout en reconnaissant l'importance vitale des traditions spirituelles et culturelles africaines. Ces institutions étaient le reflet d'un monde où les enseignements du Coran se mêlaient harmonieusement aux principes ancestraux, créant un tissu éducatif riche et diversifié. Dans les cercles du pouvoir, loin des yeux du peuple, des hommes de grande érudition et de statut élevé débattaient des affaires de l'État. Ils parlaient de commerce, de diplomatie et de la sécurité des routes caravanières, essentielles à la richesse de l'Empire. Sous le règne du Mansa, un système complexe de gouvernance avait été établi, avec des vassaux et des gouverneurs dirigeant les différentes régions et reportant au pouvoir central de Niani. Aminata, avec les perles dans sa main, ne pouvait s'empêcher de penser à la portée de cet empire, à son influence s'étendant au-delà des déserts et des savanes, des montagnes et des rivières, touchant des vies de manière que même les conteurs ne pouvaient imaginer. Elle se demandait où les perles avaient été avant d'atteindre les mains habiles de Djata, quelles histoires elle pourrait raconter si elle le pouvait. Elle savait que sa vie, tout comme celle de ses perles, avait été façonnée par des forces bien au-delà de sa compréhension. Et tandis qu'elle s'avançait vers la demeure familiale, les perles scintillant doucement dans la lumière du matin, elle sentait le poids de l'histoire de son peuple et l'ampleur de l'empire dont elle était une petite mais précieuse partie. Le soleil était au zénith, inondant les ruelles de la cité de ses rayons implacables. Aminata regagnait sa demeure. Leur maison, érigée avec des blocs de terre battus adroitement façonnés et décorés d'ornements en terre cuite, s'inscrivait dans l'architecture grandiose de la ville. À l'intérieur, l'air était frais, un contraste bienvenu avec la chaleur de la mi-journée. Les sols étaient tapissés de tapis délicats, œuvre des artisans les plus talentueux, et les murs étaient ornés de tissus colorés qui racontaient des histoires de caravanes traversant les dunes du Sahara. Aminata fut accueillie par les sons harmonieux d'une kora qui tressait des mélodies dans l'air parfumé à l'encens. Sa mère, Fatoumata, l'attendait dans la salle à manger, assise avec grâce sur un divan recouvert de tissu écarlate. « Aminata, le déjeuner est servi », dit-elle avec un sourire chaleureux, geste d'affection maternelle intemporelle.
Elles s'assirent ensemble autour d'une table basse en bois de baobab, soigneusement polie et incrustée d'ivoire et d'argent. Le repas était digne d'une famille de leur rang. Des céréales comme le mil et le sorgho, accompagnés de ragoûts épicés de légumes et de morceaux de viande séchée. Des servants discrètement attentifs versaient de l'eau fraîche pour se laver les mains avant de manger. La conversation entre Aminata et sa mère Fatoumata se déroulait librement, couvrant les événements de la journée et les préparations pour les futures fêtes. Leur échange fut soudain interrompu par l'arrivée impromptue d'un messager portant des nouvelles du père d'Aminata. Le messager, vêtu d'une simple tunique de coton tissé, s'inclina profondément et présenta une lettre scellée avec de la cire. Djibril annonçait dans sa missive le succès d'une transaction commerciale récente qui promettait d'apporter encore plus de prospérité à leur famille. La lettre détaillait également les échanges culturels et les savoirs que Djibril avait pu accumuler dans ses voyages, enrichissant l'esprit d'Aminata qui rêvait de suivre ses traces. Le repas se termina dans une humeur joyeuse, agrémentée par la perspective des récits que Djibril partagerait à son retour. Aminata, inspirée par les réalisations de son père, nourrissait l'ambition de jouer un rôle actif dans les affaires familiales et de faire rayonner leur nom au-delà des frontières de l'Empire du Mali. L'après-midi s'étira paisiblement, ponctué par les prières et les occupations domestiques. Aminata, en regardant par la fenêtre l'agitation de la ville, se sentait enracinée dans son époque, une toile vivante et vibrante de culture, d'échange et de sagesse. Elle était déterminée à devenir non seulement une gardienne des traditions, mais aussi une ambassadrice de l'innovation et du progrès au sein de l'Empire. La maison, baignant désormais dans la lumière douce de l'après-midi, fut soudain embellie par l'arrivée de Mariama, vêtue d'une robe caftane, dont les teintes de safran et de pourpre capturaient l'essence du coucher du soleil. Ses bracelets en bronze et en or tintaient à chaque mouvement, accompagnant le rythme de ses pas déterminés. Aminata et Mariama s'enlacèrent, laissant échapper des rires qui résonnèrent dans le salon, où les étoffes brodées et les tapisseries d'histoire s'entremêlaient avec les effluves de l'encens boisé qui brûlait doucement dans un coin. « Je suis tout excité parce que c'est bientôt le Djelia », s'enquit Mariama, s'asseyant sur un coussin près de la fenêtre. « Le festival qui célèbre les griots et leur musique, c'est là que tu dois danser, Aminata. » Aminata acquiesça, consciente de l'importance de l'événement. Le Djelia n'était pas seulement une célébration, c'était un pilier de la mémoire collective, un hommage vivant à l'histoire qui guidait la cité. « Ils veulent que tu présentes ta danse Djelidon et Sounou », expliqua Mariama, ses yeux brillants d'admiration. La première, avec ses mouvements puissants et enracinés, symbolise la force de notre terre. La seconde, fluide et douce, évoque la sérénité et la prospérité apportées par le fleuve. Aminata sentit un poids peser sur ses épaules, mais aussi la fierté de représenter ses danses devant le Mansa, le roi et ses invités de marque lors du Djelia. Ce festival était un événement de grande envergure. L'organisation du Djelia était méticuleuse, toutes les familles de la communauté devraient y apporter leur expertise. Les forgerons, par exemple, contribuaient avec des ornements et des instruments, tandis que les teinturiers préparaient les tenues avec des pigments naturels. La famille d'Aminata se chargerait de fournir des tissus finement tissés pour les costumes des danseurs, tandis que les pêcheurs promettaient des festins composés des plus gros poissons du fleuve et les agriculteurs offraient leurs meilleures récoltes pour le banquet. Chaque individu avait un rôle et chaque rôle était essentiel à la réussite du festival. Aminata, les yeux perdus dans l'éclat des perles bleues, se voyait déjà, le soir du Djelia, sous les grands acacias illuminés par les lumières vacillantes des torches en huile de palme. Les tambours parleraient le langage du cœur, les balafons chanteraient les mémoires du passé. « Tu illumineras la nuit de 1000 feux, Aminata », dit Mariama, posant une main réconfortante sur l'épaule de son amie. « Surtout avec ta grâce et ton courage. » Avec le soutien de Mariama, Aminata sentit sa résolution se renforcer. Elle danserait lors du Djelia. Les murs de la grande maison résonnaient de murmures autant que de rires. Dans la lueur tremblante de la cuisine, alors que les ustensiles s'entrechoquaient en un rythme régulier et que les flammes léchaient le fond des marmites, une conversation s'élevait doucement parmi le personnel de maison.
Les nouvelles du jour se propageaient aussi rapidement que l'odeur du ragoût de gombo. As-tu entendu? Aminata va danser au Djelia, chuchotait Fatou, la lingère, à l'oreille de Nafi, laide cuisinière, tout en froissant du linge. Nafi haussa un sourcil, tout en continuant à piler méthodiquement les épices dans le mortier. Danser? Mais c'est un rôle pour les filles de la cour, pas pour la fille d'un homme aussi respecté que Djibril. À côté d'eux, Adama, le vieux jardinier qui avait vu plus de saisons changer que la plupart des membres de la maisonnée, secoua la tête. Djibril ne sera pas content, ça, c'est certain. Danser devant tout ce monde, exposer sa personne. Ce n'est pas dans les usages pour une jeune fille de son rang. Mais peut-être que les temps changent, intervint timidement Sally, la jeune fille qui apportait l'eau aux cuisines. Aminata a toujours eu l'esprit libre et le dioula lui-même a toujours encouragé l'expression des arts. Fatou plissa les lèvres, les mains suspendues dans son travail. Libre ou pas, c'est l'honneur de la famille qui est en jeu. Que dira-t-on si elle attire l'attention de manière inappropriée? Peut-être qu'elle changera d'avis avant le retour de son père, suggéra Nafi, en versant les épices moulues dans une sauce mijotante. Le sujet était délicat, et chaque domestique savait que la ligne entre les ragots et la véritable préoccupation était aussi fine que les fils de soie que tissaient les araignées dans les recoins du grenier. La conversation s'atténua alors que Bakary, l'intendant, entrait dans la pièce. Sa présence imposait un silence respectueux, mais ses oreilles ne pouvaient ignorer les échos des préoccupations de ses subordonnés. « Nous devons nous concentrer sur nos tâches, dit-il d'une voix calme, mais ferme. La manière dont Aminata choisit de participer au festival est une affaire de famille. Notre devoir est de soutenir la maison et de préserver la paix en son sein. Djibril et sa fille discuteront de cela à son retour. » Les domestiques acquiescèrent, comprenant le message implicite. Les affaires des maîtres restaient les affaires des maîtres. Mais dans le cœur des serviteurs, l'inquiétude demeurait, se mélangeant à l'arôme des plats qui continuaient à se préparer, comme la maison continuait à vivre, avec ses secrets et son lent balai de changement. Après avoir émis ces paroles, Bakary observa un moment le balai des activités domestiques, le souffle des fours attisant la chaleur de la cuisine, les mains expertes qui jonglaient avec les ustensiles et les ingrédients. Cependant, ses pensées s'ancraient non pas sur les responsabilités de son poste, mais sur la question épineuse que venait de soulever la discussion à peine voilée des servantes. Tandis que Bakary s'éclipsait, il laissa derrière lui un sillage de murmures qui s'estompait peu à peu. Sa démarche le reconduisait à travers les couloirs échoyants où chaque pas semblait rythmer l'urgence de la nouvelle qu'il avait à transmettre. L'intendant connaissait bien les limites de son rôle. Il était le gardien de l'ordre dans les affaires domestiques, mais il savait aussi quand il était temps de porter un souci au-delà de ses murs. Arrivé à la porte de la chambre de Fatoumata, il frappa avec toute la discrétion requise, une politesse teintée d'urgence. « Madame Fatoumata, puis-je vous parler un instant? C'est à propos de la demoiselle Aminata. » De l'intérieur, la voix de Fatoumata s'éleva, ferme, mais empreinte d'une douceur maternelle. « Entrez, Bakary. » Il s'avança dans la pièce, là où Fatoumata s'affairait à ses tâches quotidiennes, l'air aussi calme que la surface d'un étang, mais avec une profondeur cachant mille et une pensées. « Qu'y a-t-il » interrogea-t-elle, détournant son attention d'un tissu qu'elle pliait soigneusement. Bakary prit une inspiration mesurée, choisissant ses mots avec précaution. « C'est au sujet du festival, madame. Les servantes. Elles parlent. Il y a des inquiétudes au sujet de la participation d'Aminata à la danse du Djelia. Elles craignent que cela ne soit pas approprié pour son statut, et que cela pourrait susciter des commentaires désobligeants à l'encontre de votre famille, surtout avec monsieur Djibril, loin de nos terres. » Les yeux de Fatoumata se rétrécirent légèrement, non pas de colère, mais de réflexion. Le poids de l'honneur familial et le bonheur de sa fille se heurtaient en elle. « Merci, Bakary. Je vais parler à Aminata. Il est important que ses choix soient faits en connaissance des attentes de notre lignée. »« Je suis à votre service, comme toujours, » dit Bakary avec déférence avant de se retirer, laissant Fatoumata seule avec cette préoccupation. Elle savait que la conversation avec Aminata serait un fil ténu à tisser. Ainsi, dans l'attente du retour de Djibril, les rouages de la maison continuaient de tourner, entre les mains des serviteurs et celles de leur maître.
À l'autre bout de la demeure, Aminata et son amie Mariama, inconscientes des discussions qui s'agitaient autour d'elle, étaient désormais happées par une partie du jeu Awalé, que Aminata essayait désespérément de remporter face aux fous rires espiègles de son ami. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je te laisse gagner ?» taquina Mariama, une étincelle dans le regard. Aminata répondit par un sourire décidé, secouant la tête. « Jamais. Je gagnerai par ma propre ruse. » Pendant ce temps, Fatoumata, après la visite de Bakary, marchait lentement vers l'endroit où elle savait pouvoir trouver sa fille. Ses pensées étaient un mélange d'appréhension et de détermination. Elle savait qu'Aminata était une force de la nature, vibrante, intelligente et indépendante. La voir naviguer dans les eaux souvent turbulentes des attentes et de ses envies était à la fois une source de fierté et d'inquiétude pour Fatoumata. Dans les couloirs silencieux, Fatoumata s'avançait avec une lourdeur dans l'âme. Elle savait que le Mansa, par son désir de lier sa lignée à la leur, avait posé un voile invisible sur sa fille, faisant d'Aminata une figure non seulement de grâce, mais aussi d'un jeu politique délicat. La danse d'Aminata, pensée pour être une expression d'art et de culture, pourrait malheureusement être interprétée comme un acte de défi ou d'insouciance, mettant en péril l'alliance tissée dans l'ombre. Cherchant Aminata, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la manière dont une simple danse pouvait agiter les eaux calmes de l'ordre établi. Que dirait le Mansa si la nouvelle lui parvenait, se demandait-elle. Quel poids cela ajouterait-il à la balance déjà fragile des perceptions et des honneurs? Trouvant sa fille en pleine partie d'Awalé avec Mariama, elle sentit un pincement au cœur. Elle était là, insouciante et libre, loin de se douter que chaque pas de sa danse était déjà promis à une valse de diplomatie et d'attente. Fatoumata regarda Aminata, et quelque chose dans la façon dont la lumière jouait dans ses yeux changea la résolution dans son cœur. Au lieu d'aborder le sujet avec Aminata, elle prit une décision. « Il vaut mieux éviter toute possibilité de faux pas », pensa-t-elle. Elle laissa sa fille à son jeu et se dirigea vers le lieu où le comité organisateur du festival se réunissait. Là, elle trouva l'organisateur en chef, un homme de stature imposante, connu pour son dévouement envers les traditions du festival. « Nous avons beaucoup à préparer, et j'ai entendu dire que ma fille Aminata désire participer à un spectacle de danse solo, » commença-t-elle d'une voix où la douceur maternelle se mêlait à la fermeté de la matriarche. « Cependant, j'ai réfléchi, et, compte tenu des circonstances, je pense qu'il serait préférable qu'il n'y ait pas de danse solo au programme de cette année. » L'organisateur, qui connaissait les enjeux et le respect dû à la famille de Fatoumata, acquiesça lentement, percevant l'importance de la demande. « Je comprends, Madame Fatoumata. J'assurerai qu'aucune danse solo ne sera présentée au festival. Votre famille peut compter sur ma discrétion. » Fatoumata rentra chez elle avec un sentiment de soulagement mêlé d'une pointe de tristesse. Elle avait protégé l'honneur de sa famille et l'avenir de sa fille, mais au prix de la créativité et de la liberté d'Aminata. Elle se promit que, d'une manière ou d'une autre, elle compenserait cette liberté perdue. Pour l'heure, l'alliance devait être préservée, et avec elle, la stabilité du monde, du fait de la place de l'Empire du Mali dans l'échiquier mondial. Alors que Fatoumata retraversait les couloirs en banco ornés de son foyer, elle s'immergeait dans la complexité des responsabilités qui définissaient leur vie. La promesse faite en secret au Mansa n'était pas simplement une affaire de politique ou d'économie. C'était un engagement qui liait l'avenir de deux familles, deux fortunes. Aminata, avec son esprit libre, était au centre d'un réseau de stratégies tissé bien au-delà de sa compréhension innocente. Pour le Mansa, une alliance par le mariage avec une famille influente comme celle de Djibril était une manœuvre visant à cimenter son pouvoir, à assurer une stabilité économique et à montrer un front uni à d'éventuels rivaux. Aminata représentait bien plus qu'une simple fille joyeuse, elle était un pion crucial sur l'échiquier du pouvoir. Fatoumata était déchirée entre la protection de cet équilibre fragile et le désir de voir sa fille s'épanouir. Le festival était plus qu'une célébration, c'était une vitrine des coutumes, de la hiérarchie et de l'ordre social. Une danse, surtout un solo réalisé par la fille d'une famille aussi en vue que la leur, ne serait pas seulement vue comme une performance artistique. Elle serait scrutée, analysée et interprétée à travers le prisme des alliances et des obligations familiales. En décidant d'éviter toute danse solo,
Fatoumata ne faisait pas que protéger sa fille d'un jugement éventuel. Elle préservait la façade nécessaire pour maintenir l'équilibre politique délicat sur lequel reposait leur prospérité. Cette décision, bien que lourde, était un rempart contre les marées de rumeurs et les vents de changement qui pouvaient menacer leur position. Fatoumata savait que la liberté personnelle de sa fille était le prix à payer pour la sécurité et la continuité de leur maison dans le contexte implacable de la politique impériale. Consciente de l'ampleur des enjeux, Fatoumata chercha Bakary dans les ombres fraîches des longs couloirs. Lorsqu'elle le trouva, son expression était solennelle, ses yeux reflétant la gravité de sa demande. « Bakary, il nous faut être plus vigilants avec Aminata, commença-t-elle, sa voix aussi ferme que le tronc d'un baobab. Les rumeurs d'une simple danse pourraient s'amplifier en une tempête. Bakary hocha la tête, sa posture droite trahissant sa compréhension immédiate de la situation. « Je vais m'assurer qu'elle soit accompagnée en permanence, » répondit-il. « Nous ne pouvons prendre aucun risque. La surveillance sera discrète mais efficace pour sa protection et notre tranquillité d'esprit. » Fatoumata acquiesça, le regard empreint d'une gratitude teintée de tristesse. Bakary s'éloigna, la responsabilité de ces nouvelles directives pesant sur ses épaules, tandis que Fatoumata restait seule un moment, laissant son regard se perdre par la fenêtre, où le ciel s'étirait, vaste et imperturbable, au-dessus des préoccupations terrestres. Aminata, tout à sa partie d'Awalé avec Mariama, ne percevait pas les subtilités de l'échiquier politique qui se tissait autour d'elle. Pour elle, les enjeux se limitaient aux graines qu'elle déplaçait habilement, aux stratégies éphémères du jeu, loin des machinations des adultes. Mariama, observant le front plissé de concentration de son amie, ne put s'empêcher de l'interrompre. « Aminata, je pensais que les préparatifs du festival te préoccuperaient plus que l'élaboration de stratégies pour le jeu. Tu n'as pas dansé depuis des lunes. » Aminata releva les yeux, un sourire espiègle aux lèvres. « Mariama, quand on danse, on laisse le cœur parler. Il n'oublie jamais les pas. » Son insouciance était une mélodie douce, contrastant avec la symphonie de soucis qui jouait dans l'esprit de sa mère. Pourtant, dans le doux crépuscule qui s'avançait, un serviteur vigilant les observait depuis la porte entr'ouverte, un rappel discret que la liberté d'Aminata avait ses limites, que ses mouvements, comme ceux des pièces sur le plateau d'Awalé, étaient surveillés, guidés par des mains invisibles, veillant à ce que le jeu de sa vie se conforme aux règles non écrites de son statut.